Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur l'utilisation de la balise Canva. Donc cette nouvelle balise apparue avec l'HTML5 va vous permettre tout simplement de dessiner et de modifier des formes. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ça à travers un exemple concret. On va apprendre à créer un système de potentiomètre circulaire. Donc le principe est relativement simple, on a ici un input de type texte et en fait pour changer sa valeur, on ne va pas changer la valeur directement en tapant au clavier, mais tout simplement en faisant bouger entre guillemets la valeur qu'il y a tout autour et ainsi on va pouvoir modifier, vous le voyez, la valeur. Donc c'est ce que l'on va apprendre à créer aujourd'hui et le principe c'est de le créer sans utiliser aucune image, seulement avec la balise Canva. Donc on est parti. Alors je vais créer un nouveau fichier HTML. Donc j'ai choisi volontairement cette fois-ci de ne partir vraiment de rien pour qu'on voit ensemble toutes les étapes. Donc au niveau de la structure HTML, on va rester relativement simple. Donc on ne va pas mettre de style et on va charger la librairie jQuery depuis Google. Donc on n'a pas forcément besoin de jQuery pour manipuler les canevas, mais pour l'exemple que l'on va faire, on va en avoir besoin. Et au niveau de mon HTML, je vais mettre mon fameux champ. Donc ici je mets input, type égale texte. Je lui donne le nom que je veux, bon là on va l'appeler round, et je vais lui donner une classe particulière qui est la classe round. Donc tous les inputs qui auront cette classe-là vont être stylisés avec ce système de potentiomètre circulaire. Alors je vais mettre l'un à côté de l'autre, histoire qu'on s'y retrouve mieux. Et ce champ, je vais lui donner deux informations, la valeur minimale et la valeur maximale. Donc data-min. Alors data- c'est tout simplement des nouvelles propriétés que l'on peut utiliser. On peut mettre data n'importe quoi, et ça passera. Tout ça, ça servira ensuite au niveau du JavaScript à récupérer automatiquement les valeurs plus simplement. Donc c'est mieux que d'aller mettre des classes bidons genre min-0, max-3. Là au moins, ces éléments sont accessibles facilement. Donc data min 0 et on va mettre data-max égale, on va mettre 50. Voilà pour l'exemple. Et on ferme. Donc automatiquement, ça va créer, vous le voyez, ce champ de texte. Et automatiquement, je vais lui mettre une valeur par défaut en mettant value égale 30. Voilà. Donc le principe, c'est de ne pas modifier ce code HTML là et de transformer ça en potentiomètre circulaire. Donc la première chose à faire, ça va être de charger un nouveau script. Donc ici, je vais aller charger un script que je vais appeler app.js et automatiquement, je vais aller le créer. Donc, nouveau fichier app.js. Et dans ce script, on va faire mes modifications. Donc la première chose à faire, c'est un petit peu de styliser notre élément. Alors, on est parti. Je vais styliser directement à cet endroit-là. Je ne vais même pas utiliser de fichier CSS. C'est histoire de garder des sources relativement simples à comprendre. Évidemment, si vous comptez utiliser ce système-là, je vous conseille d'isoler le CSS. Alors, au niveau du body, on va supprimer les marges et les paddings qui sont mis par défaut. Voilà, pour mieux coller ça. Donc ensuite, ce que l'on va faire en JS, c'est entourer cet input-là d'une div. Cette div va nous servir de conteneur pour pouvoir traiter plus facilement les éléments. Donc ici, au niveau de mon app.js, je vais faire ça. Donc j'attends que jQuery soit bien chargé et je vais sélectionner tous mes inputs qui ont la classe round. Donc tous ces inputs, je vais les mettre dans une div qui est la classe round elle aussi. Donc pour cela, je fais .wrap et à l'intérieur, je mets ma div qui est la classe round. Automatiquement, ça va avoir pour effet d'encercler mon input d'une div qui est la classe round. Si maintenant j'inspecte le code, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que j'ai cette div là. Donc cette div, je vais pouvoir la styliser pour donner un petit peu la forme finale. Donc ici, je prends toutes les divs qui ont la classe round. Alors pourquoi je mets div devant? C'est tout simplement pour ne pas sélectionner les inputs. Vraiment n'avoir que les divs. Donc je vais le décaler par rapport au haut, hop, au bas et à la gauche, tout simplement pour mieux isoler l'élément. D'ailleurs, on va être un petit peu moins fort, on va mettre 50 pixels. Je fais ça, vous allez voir, c'est après on fera des calculs et c'est mieux d'avoir une marge, comme ça permettra de vérifier que nos calculs soient justes. Ensuite, je vais donner une largeur et une hauteur automatique. Donc pour l'instant, on va partir du principe que mon anneau, entre guillemets, a 200 pixels de diamètre. Donc ici, je mets 200 pixels et je donne aussi une hauteur de 200 pixels. Voilà, et je mets ça en position relative. Alors pourquoi en position relative? Parce que la balise Canva, c'est globalement un peu la même propriété qu'une image. Ça va avoir une largeur et une hauteur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre cette balise Canva au-dessus de notre input. Donc du coup, on a besoin de mettre ça en position relative pour ensuite mettre tous les éléments à l'intérieur de cette div en position absolue.
Donc ici, je vais prendre mon input et justement, je vais mettre en position absolue. Je vais le positionner un petit peu en haut et je vais essayer de le centrer. Alors pour avoir un repère visuel, je vais mettre une petite bordure, voilà. Comme ça, vous voyez où se situe l'input. Donc cet input, je vais le décaler par rapport au haut. Alors j'ai testé les valeurs, je ne les sors pas de nulle part, j'ai fait des tests pour arriver justement aux bonnes valeurs. Voilà, donc je le décale comme ceci. Donc vous voyez qu'il est à peu près centré. Je vais mettre une très très grande taille de police, donc font size 60 pixels. Voilà, vous voyez un petit peu où je vais en venir. Je vais centrer le texte, text align center, et du coup je vais préciser une largeur fixée à mon input, 100 pixels. Et vous voyez du coup qu'on a quelque chose qui est à peu près centré. D'ailleurs, on peut ici tâtonner pour essayer de trouver un meilleur centrage. Et ce que je vais faire, je vais supprimer la bordure par défaut qui sont mis sur les inputs et le background qui est aussi mis par défaut. Automatiquement, comme ça, voilà, je vais avoir un champ qui ressemble pas du tout à un champ, mais tout simplement à du texte. Si vous voulez supprimer ce surlignement, ici vous mettez outline de .none. Voilà. Donc ça supprime l'halo que met certains navigateurs. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais dire que la balise Canva que l'on va mettre plus tard, je peux aussi la styliser et je vais la mettre en position absolue, top 2.0, left 2.0, right 2.0 et bottom 0. Voilà, comme ça, la balise Canva prendra toute la largeur et toute la hauteur. Donc, on est parti. Ce que je vais faire, je vais dire que pour chaque input, donc je les entoure d'une div qui est la classe round et je vais faire une opération. Donc pour cela, j'utilise la fonction each. Ça permet de travailler dans un petit environnement qui est propre à chacun des inputs. Comme ça, je pourrais multiplier mon script. Voilà, donc je vais définir quelques variables. Une première qui servira à sauvegarder l'input. Donc c'est this. Alors pourquoi je mets un $ devant? C'est tout simplement une convention, c'est pour différencier les variables qui sont des éléments jQuery des variables qui ne sont pas des éléments jQuery. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, moi j'ai choisi cette convention donc je m'y colle. Ensuite je vais sélectionner la div qui est la classe round. Donc pour cela, c'est this.parent. Mais this je l'ai déjà stocké dans une variable, donc c'est input.parent. Voilà. Comme ça, avec ces éléments-là, je vais pouvoir, je n'aurai pas à refaire des sélections. Automatiquement dans ces variables, j'ai la div et j'ai l'input. Voilà. Donc ce que je vais créer, c'est un premier canevas qui va me permettre de dessiner le cercle. Alors ce canevas, je vais l'appeler circle, voilà, égal, et là c'est tout simplement une balise canvas, et je lui précise une largeur et une hauteur. Width 200 pixels et height 200 pixels. Ces dimensions vont permettre de déterminer en fait la zone de dessin. Automatiquement, je pourrai dessiner dans cette zone de 200 par 200. En revanche, si je fais une forme plus grande, vous allez voir, ça sera coupé. Voilà. Alors maintenant que j'ai ce canevas, je vais l'ajouter à ma div. Donc div.append circle. Circle. Et automatiquement, vous voyez qu'au niveau de l'HTML, j'ai bien ma balise canvas. Et vous voyez que c'est un élément de 200 par 200 qui prend toute la largeur et toute la hauteur de mon bloc. Donc dans ce canevas, je vais pouvoir dessiner. Alors comment on dessine? On a déjà besoin de récupérer le contexte. Donc pour cela, on fait mon élément circle 0. Alors ça, c'est tout simplement pour récupérer l'élément DOM basique. Parce que circle, c'est l'élément jQuery. Et en faisant 0, on récupère le premier élément. Et ensuite, on fait .getContext 2D. Donc c'est toujours la même chose. Vous allez devoir stocker ça dans une variable pour pouvoir ensuite dessiner. En fait, on va se servir de cet élément pour pouvoir dessiner. Donc ici, on est parti. Si par exemple, je veux dessiner un rectangle, je fais ctx.fillRect. Je précise la position en X, la position en Y et la largeur de mon rectangle et la hauteur. Et automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dès que je sauvegarde, vous voyez que ça dessine un petit rectangle. Donc si vous voulez avoir un petit peu l'ensemble des fonctions que l'on peut utiliser, alors il y a une petite fiche qui est pas mal. Je vous laisserai l'URL dans la description du tutoriel. Ça représente un petit peu les différentes fonctions que l'on peut utiliser. Donc nous ici, on a utilisé fillRectangle qui permet tout simplement de dessiner un rectangle. Si vous voulez changer la couleur, parce que ça ne vous voit pas ce noir, vous pouvez faire ctx, le contexte, .fillStyle et mettre une couleur. Égal, ici on va mettre du rouge. Et automatiquement, vous voyez que j'ai mon carré rouge.
Alors moi je ne veux pas dessiner l'intérieur du cercle, comme je l'ai fait ici avec le rectangle, mais je veux plutôt faire un trait. Alors pour faire un trait, on fait context.beginPath. Ça veut dire qu'on va commencer un tracé. Ensuite, on va pouvoir faire différentes fonctions pour modifier ce tracé. Donc c'est ce que vous voyez par exemple sur cette feuille-là. Ici, toutes ces fonctions vous permettent de vous déplacer, de créer un tracé. Donc vous voyez par exemple, là je peux aller du point actuel à ce point-là, x déterminé par ses coordonnées en x et y, et automatiquement ça tracera une ligne. Donc ici, si je vous montre un exemple, je fais ctx.line2 10, où on va mettre 50,50. Automatiquement ça va faire un trait. Mais si vous actualisez, vous le voyez qu'on ne le voit pas. Donc là, vous voyez qu'on ne voit pas cette ligne. Alors pour dessiner une ligne, il faut faire ctx context.stroke. Et automatiquement, ça va tracer la ligne. Donc ici, vous ne la voyez pas, c'est normal parce qu'en fait, le premier line2, il ne sait pas d'où il doit le commencer. Donc nous, on va dire de commencer en faisant un move to 0,0. Et automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que j'ai mon petit trait qui va du coordonnées 0,0 au coordonnées 50,50. Et ensuite, on peut aller où on veut. Par exemple, ici, je peux faire 0, 150. Et hop, vous voyez que ça continue à tracer, et ainsi de suite. Donc là, on peut dessiner différentes formes. Après, ce que l'on peut faire, une fois que l'on est content, alors on va refaire un petit tracé, on va mettre 200, 150. C'est fermer. Donc si vous voulez fermer le tracé, très simple, vous faites context.close path. Et automatiquement, ça va se charger de revenir au point de départ. Et du coup, on peut dessiner, entre guillemets, des formes géométriques. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux faire, je veux dessiner un cercle. Donc je fais un begin path et je finirai par un stroke pour dessiner mon trait. Donc pour dessiner un arc de cercle, on fait context.arc. On met tout simplement en premier paramètre les coordonnées en x et en y de notre centre. Donc nous ici on va le placer au centre de notre carré, donc c'est 100 pixels, 100 pixels. Ensuite ce que l'on va faire, c'est qu'on va indiquer le radius. Donc le radius c'est tout simplement le rayon. Donc moi c'est toujours la moitié, c'est 100, la moitié de la largeur de la boîte. Ensuite on va préciser le point de départ, donc ici c'est 0, et le point d'arrivée. Sauf que le point d'arrivée, on le donne avec un angle. Donc si vous avez bien appris votre trigonométrie, pour faire un cercle complet, c'est 2 fois mat.pi. Et automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça fait un cercle. Si je fais par exemple un demi-pi, ça fait un arc de cercle. Donc ça commence ici et ça descend. Si je fais juste pi, hop, ça fait notre demi-cercle et ainsi de suite. Donc nous, on veut un cercle complet, donc on va mettre 2 fois mat.pi. Et automatiquement, vous voyez que ça fait notre cercle. Sauf que nous, on le veut un petit peu plus grand. Donc pour changer la largeur de la ligne, on fait context.linewidth et on change la valeur. Donc on peut mettre 1, comme c'est le cas déjà, 10 et ainsi de suite. Donc là, moi, je vais mettre une largeur de 20. Et vous voyez que le problème apparaît, c'est que notre canevas est trop petit. On ne peut pas en sortir. Ou que notre cercle tout simplement est trop grand. Donc du coup, je vais réduire ici le rayon de mon cercle pour prendre en compte cette largeur-là. Donc ici, au lieu de 100, je mets 90. Et automatiquement, vous voyez cette fois-ci que mon cercle est bien dessiné et est bien à l'intérieur. Alors, si vous avez regardé un petit peu ce fichier-là, vous avez remarqué que l'on peut aussi mettre tout simplement des ombres. Donc on va essayer ça tout de suite et on va mettre une petite ombre portée à notre cercle. Donc on est parti. Ici je fais context.shadowOffset x et je vais mettre 2. Ensuite shadow blur. Ensuite context.shadowBlur, je vais choisir un petit peu la dispersion de mon ombre portée. Donc ici on va forcer un petit peu le trait, on va mettre 10. Égale 10. Et ensuite je fais shadow color. Hop, je n'oublie pas de mettre contexte toujours devant. Shadow color. Et on va mettre du noir. Donc ici, dièse 00. Et automatiquement, vous voyez que j'ai créé mon système d'ombre portée. Mais par contre, ça ne donne pas forcément l'effet que je veux. Donc je vais supprimer cette couleur de ligne et mettre du blanc. Donc ici, c'est context.line_style. Et vous choisissez la couleur. Donc nous, on va mettre du blanc. Hop. Alors ici, ce n'est pas line style, je me suis trompé, désolé. C'est stroke color. Stroke style, voilà.
Et là, vous voyez du coup qu'on a bien notre cercle avec notre ombre portée. Par contre, elle est un petit peu trop foncée. Donc soit vous regardez sur Photoshop ou GIMP la couleur exacte de votre couleur, ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser ici le RGBA. Donc RGBA, vous précisez la valeur en rouge, donc si c'est 0, 0, 0, donc 0 rouge, 0 vert, 0 bleu. Du coup, ça donne du noir. Et ensuite, en quatrième argument, on peut préciser tout simplement l'opacité. Donc ici, en mettant 0,1, vous voyez qu'on a une ombre beaucoup moins marquée. Voilà. Et comme ça, on a notre système de forme. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais réduire encore un petit peu le diamètre, tout simplement pour contrebalancer le fait que notre ombre, ici, vous voyez, est trop projetée. Donc ici, on va essayer une ombre un petit peu plus légère. Et du coup, on va mettre 85 pixels au lieu de 90. Et vous voyez qu'on a notre début de cercle. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est sur ce cercle, mettre notre couleur. Un petit détail, si vous regardez l'exemple que j'ai fourni, moi j'ai une ombre portée interne. Alors c'est pas possible d'en faire une, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas possibilité directement avec Shadow de mettre Inset. En fait, ce que j'ai fait, si vous regardez le code source, j'ai tout simplement dupliqué et créé plein de petits cercles concentriques en diminuant l'opacité et le diamètre au fur et à mesure. C'est pas très propre, donc c'est pour ça que je voulais pas forcément détailler ça et plutôt vous montrer l'utilisation des ombres qui est beaucoup plus sympa. Mais voilà, si vous vous demandez comment c'est fait, sachez qu'il n'y a pas vraiment de solution si ce n'est de faire plusieurs cercles. Alors, ici, je reprends mon exemple, j'aimerais bien faire mon petit système qui va dessiner l'évolution. Donc ce que je peux faire, c'est ici refaire une forme. Refaire une forme. Sauf que je ne vais pas faire ça, tout simplement pourquoi? Parce que cette nouvelle forme, ce nouveau cercle, je vais avoir besoin de le modifier. Donc je vais le créer dans un autre canevas, et l'avantage c'est que cet autre canevas, je pourrai le vider à chaque modification, ce qui permettra de donner cette impression d'évolution. Donc ici, je vais recréer un autre cercle, sauf que je vais l'appeler cette fois-ci Color, et je vais l'ajouter ensuite à mon système. Donc je l'ajoute en second. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir dessiner. Alors, on est parti. Je vais dessiner mon cercle coloré. Donc maintenant, vous comprenez comment ça fonctionne. Vous faites var contexte égale ma couleur 0 et ensuite .getContext 2D. Toujours la même chose donc. Donc ici, j'écrase mon ancienne variable tout simplement parce que je ne sais que je n'aurai pas de tracé à refaire sur ce contexte-là. Donc je peux en créer un nouveau. Mais ensuite, je vais faire la même chose ici. Hop, hop, hop. Sauf que je ne vais pas mettre d'ombre portée. Donc j'enlève le shadow offset, le shadow blur et le shadow color. Et ici je change la couleur, je ne vais pas mettre du blanc, mais tout simplement un bleu. Voilà. Donc automatiquement, vous voyez, ça dessine mon cercle. Sauf que ce cercle, je vais avoir besoin de le faire évoluer. Donc déjà, pour le faire évoluer, le paramètre que l'on va devoir toucher, c'est ce paramètre-là. Le paramètre qui détermine la fin de mon cercle. Donc déjà, le premier problème, c'est que ça commence au mauvais endroit. Moi, je veux qu'il commence en haut. Donc ici, je vais le décaler de moins 1/2 de pi. Voilà, c'est un angle de 90 degrés. Donc si je fais ça, vous voyez que ça commence bien là. Et du coup, lorsque j'aurai fini, ça ne sera plus 2 fois mat_pi, mais tout simplement 3/2 de mat_pi. Et ça permettra de faire un cercle complet. Voilà, donc c'est cette valeur-là qu'il faut retenir. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est tout simplement essayer de calculer un ratio. Un ratio qui sera compris entre 0 et 1 qui permettra de savoir en pourcentage entre guillemets que représente ce chiffre là. Donc ici je vais récupérer le min en faisant var min égale ma div mon input.data min. Et ça récupère automatiquement l'attribut data-min qu'on a vu tout à l'heure. De la même façon, je récupère le max ici. Et comme ça, j'aurai plus pareil à utiliser ces sélecteurs. Automatiquement, j'aurai les valeurs min et max. Alors maintenant, j'ai besoin de calculer la valeur initiale. Donc ici, la valeur initiale, console.log, c'est input.val. Sauf que cette valeur, elle est ici chiffrée, et moi, ce que j'aimerais bien l'avoir tout simplement en ratio. 0 si c'est 0, et 1 si c'est le max. Donc pour cela, je vais soustraire la valeur minimale, donc moins min. Et tout ça, je vais le diviser par max moins min. Et automatiquement, ça va me donner, entre guillemets, un ratio. Donc je vais faire un test tout de suite. Hop. Donc là, ça me donne 0,6. Si maintenant je garde ma valeur 30
et que je dis que la valeur minimale c'est 20 et que la valeur maximale c'est 40. Je devrais trouver combien? Je devrais trouver 0,5. Et c'est bien ce que je trouve. Donc mon système fonctionne bien. Donc ici, je vais revenir sur 0 et 50. J'ai donc mon ratio. Donc ici, je vais le stocker dans une variable. Donc là, je vais mettre var ratio égale ma formule mathématique. Et maintenant, ce ratio, je vais avoir besoin de l'utiliser à cet endroit-là. Donc en fait, ici, c'est tout simplement 2pi auquel on retire en fait un demi-pi, qui est tout simplement la position initiale. Donc en fait, ce 2pi, je vais le pondérer par le ratio. Donc je vais mettre ratio fois 2 fois mat pi. Et automatiquement, vous voyez que ça me donne bien un cercle qui est rempli à 60%. Si ici je mets 0, hop, c'est un cercle qui commence à 0. Si je mets 10, ça commence à donner un pourcentage et ainsi de suite. Si je mets 50, ça le remplit à fond. Voilà. Donc déjà, on a notre système initial qui fonctionne bien, qui permet de montrer à l'utilisateur une valeur de manière originale. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, et ça va être encore un petit peu plus complexe, c'est tout simplement faire en sorte que lorsque je clique et que je bouge, ça change la valeur dynamiquement. Donc on va déjà faire au clic. Je vais cliquer, ça change la valeur. On verra ensuite comment gérer le mouvement de la souris. Donc ici, je vais détecter lorsque l'on clique, entre guillemets, sur notre élément. Donc div.click, function. Cette fonction prend en paramètre l'événement, qui est le clic, et ça va faire quelque chose. Donc déjà, on va retirer ce qui pourrait se passer par défaut, donc event.preventDefault. Voilà. Et on est prêt à commencer. Donc je vais déjà calculer la position de la souris par rapport au centre de mon élément. Donc pour avoir la position de la souris, je fais event.x. Event.pagex. Et cette valeur, je vais la sauvegarder dans une variable que je vais appeler x. Et automatiquement, tout de suite après, je vais faire un console.log x pour voir au fur et à mesure de mes tests où j'en suis. Donc là, vous voyez que quand je teste, plus je clique loin, en fait, plus la position en x est grande. Le problème, c'est que moi, je voudrais qu'à vers ici, à peu près, ça soit 0, et non pas ici, la valeur que vous voyez, 150. Donc je vais retirer à page x la position par rapport à en haut de ma div. Donc, je mets div.offset.top.left. Du coup, vous l'aurez compris, ici, ça fera moins 0, donc ici, ça doit faire moins 100, et ici, 100. Donc en fait, à cette valeur que je trouve à cet endroit-là, j'ai juste à lui retirer 100. Sauf que moi, je vais le faire dynamiquement, donc je vais faire div.width divisé par 2. Voilà, et automatiquement, ça me permettra d'avoir la position en x. Ici, vous voyez, ça fait 7, et ainsi de suite. Voilà. De la même façon, je vais calculer la position en y. Hop. C'est event.pagey. Hop, ici ce n'est plus left mais top. Et ici ce n'est plus width mais 8. Et automatiquement, hop, si je fais x de point, hop, comme ceci, et que je débug aussi y, on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. Hop, là j'ai pas débugué x, j'ai débugué y. Voilà, sauf qu'ici je débug. Donc ici, hop, je remplace aussi par y. Donc maintenant quand je clique ici, hop, vous voyez qu'au niveau de x, je suis à 72 et au niveau de y, je suis à peu près à 0. Si je clique ici, je suis proche de 0 au niveau du x, par contre le y est grand. Donc maintenant, ce système-là, il faudrait que je calcule et que je le convertisse en un angle. Alors pour convertir ces valeurs en angle, on va utiliser la fonction arctangente. Donc ici, on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler a comme angle, et on va faire mat.arctangente2. Ça prend en premier paramètre la position en x et en second paramètre la position en y. Et automatiquement, cette valeur, je vais la débugger. Console.log, et ici, je vais mettre a de point, et on va débugger a. Et du coup, a, ça sera une valeur qui sera comprise entre moins pi et pi, parce que tout simplement, l'angle est soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc ici, quand je clique, alors je vais supprimer les deux x et y, on est reparti. Vous voyez qu'ici, c'est l'angle 0. Quand je monte, il grandit jusqu'à atteindre 3,16 à peu près. Et hop, dans l'autre sens, il est négatif et il grandit. Donc là, vous voyez que l'angle, par contre, ne me va pas, il commence ici. Moi, j'aurais bien aimé qu'il commence là-haut. Donc en fait, ici, je vais tout simplement inverser la valeur de y pour faire pivoter mon angle. Moins y. Et automatiquement, vous voyez que là, ça commence en haut. Ici, j'ai des angles positifs, positifs, positifs. Et hop, d'un coup, ils passent au négatif et ils regrandissent. Voilà. Donc cet angle, il est compris entre
pi et moins pi, comme je vous l'ai dit, moi ça ne me va pas. Donc cet angle, je vais le diviser par pi. Donc ici, je vais mettre divisé par mat.pi. Voilà, donc je vais avoir un truc qui est compris entre 0 et 1, et entre 0 et moins 1. Moi, ça ne me va pas forcément, je veux que ce premier angle, ce soit la moitié, donc 50%, donc 0,5. Donc ici, je vais diviser tout simplement par 2 fois mat.pi. Voilà, et hop, je n'oublie pas de mettre les parenthèses pour éviter les problèmes. Donc là, vous voyez, ça va entre 0 et 0,5, impeccable. Par contre, lorsque ça passe au négatif, ça ne me va pas. Donc là, pas de problème. Si A est négatif, alors je vais rajouter à A 1. Et automatiquement, ça va me permettre de gérer les valeurs négatives. Si maintenant je recommence, vous voyez ici, hop, ça va jusqu'à 0,5. Et ensuite, ça continue à grandir jusqu'à atteindre ici 1. Voilà, donc du coup, vous voyez que j'ai mon système d'arc de cercle. Donc automatiquement, une fois que j'ai cette valeur-là A, ben, il me suffit de refaire mon petit cercle que j'ai fait à cet endroit-là. Donc ici, je réécris ça. Sauf qu'à cet endroit-là, je ne fais plus un ratio fois 2 fois mat.pi, mais tout simplement un A fois 2 fois mat.pi. Et ça fonctionnera automatiquement. Donc je fais un test, je clique, et vous voyez que ça fait quelque chose de relativement bizarre. Tout simplement, à cet endroit-là, j'ai oublié de faire le begin path, pour dire je commence un tracé. Donc là, de la même façon, il faudra que je le mette ici. Ça veut dire je commence un nouveau tracé. Donc là, quand je clique, hop, vous voyez que ça marche. Par contre, quand je clique en arrière, vous voyez que ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'à chaque fois, il refait un tracé l'un par-dessus de l'autre. Donc nous, ici, on ne veut pas du tout ça. On veut pouvoir nettoyer notre tracé à chaque fois. Donc pour cela, tout simplement, on utilise la fonction clearRect. Automatiquement, ça nous permet de déterminer un carré à nettoyer. Donc nous, notre carré, c'est tout simplement tout notre canevas. Donc 0, 0 et 200, 200. Enfin, c'est un rectangle, mais là, ici, c'est un carré. Et automatiquement, vous voyez que cette fois-ci, on a notre système. Je clique et ça affiche la bonne valeur. Ensuite, cette valeur, il faut l'afficher au niveau de mon input. Donc pour cela, rien de plus simple. C'est tout simplement le min moins le max, enfin le max moins le min, multiplié par le ratio, donc c'est A ici, A fois max moins min, et ensuite ce ratio-là, on va ajouter le minimum. Voilà, et automatiquement on va mettre ça dans la valeur de mon input. Donc c'est $input.val et on met la valeur. Hop, et vous voyez ici que ça met la valeur. Donc moi ça ne me va pas forcément cette valeur en float. Donc je vais l'arrondir en utilisant la fonction rand. Donc cette fonction, elle n'est pas disponible comme ça, elle est disponible dans la collection math, enfin dans la classe math. Et automatiquement, vous voyez que j'ai mon système qui fonctionne, qui va ici de 0 à 50. Donc moi, après, ce que je peux faire, c'est dupliquer, je crée un autre champ, et ici, je vais dire que la valeur, elle est comprise entre 50 et 100. Et pour éviter les problèmes, je change la valeur par défaut, je vais mettre 50. Hop. Et vous voyez qu'automatiquement, sans que je n'ai rien eu à faire, ça a rendu ce champ de la même manière que celui-là, un champ dynamique. L'avantage, c'est que vous l'avez vu avec les datas, je vais pouvoir piloter d'autres choses. Par exemple, mettre data color égale, et ici on va mettre du rouge. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est que ça influence. Alors là, on va mettre une valeur par défaut un peu plus grande. Voilà. Tout simplement, ici, je vais stocker une valeur, je vais mettre var color égale input.data color. Le problème, c'est que ça peut être valide ou pas. Donc si c'est valide, ça sera automatiquement cette couleur-là. Si ce n'est pas valide, c'est-à-dire qu'on n'a pas précisé de couleur, je vais mettre la couleur que j'ai mis par défaut. Et la couleur, c'est celle-ci. Hop. Et à cet endroit-là, et aussi à celui-là, hop, je mets directement color. Hop. Et vous voyez, l'avantage, c'est que maintenant, on a un système dynamique. De la même façon, mais ça, je vous laisse le faire. Voilà, d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est d'essayer vous-même de créer deux nouvelles propriétés. Data radius, qui permettrait de préciser la largeur, tout simplement, de notre cercle, et data width, et data-line, qui permettrait de déterminer la dimension, entre guillemets, de la ligne. Voilà. Donc, c'est deux petits exercices que je vous propose de faire pour évoluer.
Donc nous, on va s'arrêter là pour les datas et on va passer maintenant à la création du système de déplacement. C'est-à-dire que dès que je vais cliquer, je veux pouvoir continuer à bouger ma souris. Là, vous voyez que quand je maintiens la souris, il ne se passe rien. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, on va détecter quand est-ce qu'on reste appuyé. Donc pour cela, c'est la fonction mouse down. Et là, je vais lancer une fonction event, voilà, qui fera quelque chose. Et là, pour l'instant, elle va juste faire console.log pression. Donc maintenant, j'inspecte et on est parti. Je vais essayer d'appuyer sur ma souris. Hop. Vous voyez que ça détecte bien la pression. Par contre, ça ne détecte pas le mouvement. Donc lorsque je fais une pression sur la souris, je vais écouter un second événement qui est l'événement mouse move. Donc cet événement, d'ailleurs je vais le binder autrement, je vais faire bind mouse move. Alors pourquoi je fais un bind? Tout simplement parce que je vais avoir besoin d'annuler cet événement plus tard. Donc ici, hop, je vais mettre une seconde fonction qui fera tout simplement un console.log. Là on va mettre bouger. Alors j'essaie, on va mettre celui-là juste avant, et on essaie. Donc j'appuie sur la souris, vous voyez que ça détecte pression et bouger, et dès que je bouge, vous voyez que le bouger s'incrémente, donc ça marche bien. Par contre, dès que je lâche et que je continue à bouger, vous voyez que ça fonctionne. Donc ça ne va pas, je veux que dès que je lâche, cet événement-là, il s'arrête. Donc ici, je fais un second événement qui est mouse up, ça c'est lorsqu'on lâche un clic, et cet événement-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement supprimer cet événement-là. Pour cela, on fait div.unbind mouse move. Voilà. Et automatiquement, comme ça, on va avoir notre système. Je reste appuyé, je bouge, je lâche et je continue à bouger, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc en fait, à cet endroit-là, je mets déjà l'événement, mais à cet endroit-là, je vais tout simplement mettre le code que j'avais écrit tout à l'heure. Hop, celui-là. Voilà, donc le prevent défaut ne sert à rien ici, on va le mettre à cet endroit-là. Hop, on va enlever les console log. Voilà, et on va le mettre aussi à cet endroit-là, pour éviter qu'il y ait des événements parasites qui viennent se greffer à notre système. Voilà, et du coup on n'a plus besoin de notre système de clic. Donc je refais un essai tout de suite, j'appuie ici, et vous voyez que quand je bouge, mon cercle se remplit automatiquement. Dès que je lâche, il arrête de se remplir. De la même façon, ici, hop, je peux changer la valeur. Et automatiquement, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc voilà, on en a terminé avec ce tutoriel. Donc vous avez appris aujourd'hui comment utiliser le système de Canva, donc cette nouvelle balise qui vous permet tout simplement de dessiner directement sur le navigateur. Donc on peut dessiner des formes relativement simples, mais ça donne déjà de bonnes perspectives niveau interface. Donc là, on a appris à créer des systèmes de jauge virtuels qui sont en plus tout simplement dynamiques. Donc on peut directement sélectionner des valeurs en utilisant ce système-là. Donc si ce système de Canva vous intéresse et vous aimeriez aller un petit peu plus loin, donc je vous ai donné les deux exercices. Donc le premier, c'est d'essayer de choisir la valeur du radius, enfin du rayon dynamiquement, et aussi de donner à l'utilisateur la possibilité de choisir le degré et de choisir tout simplement la taille de ce cercle-là. Donc si vous voulez des exemples un petit peu plus poussés, sur mon portfolio, j'ai créé un système de player HTML5 arrondi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger les sources et à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ça vous permettra un petit peu d'approfondir cette notion de Canva. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout si vous avez des questions ou des suggestions d'une autre utilisation de Canva que vous pensez intéressante, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à venir nous voir sur IRC.